Yes, thank you. I'm going to switch in French, but if you have any question in English, that's okay. Alors, tout d'abord, merci pour l'opportunité de dire quelques mots sur les atteintes de l'État sur ce sujet qui vous captive tous. J'allais dire, je pouvais m'appuyer sur le transparent que vous avez posé juste il y a quelques secondes en disant vous prenez tous les obstacles et puis vous les supprimez un par un et on sera déjà pas mal. Donc ça peut être une réponse. Plus sérieusement, si on veut répondre à cette question complexe, il faut regarder les initiatives qui ont été lancées depuis France 2030. France 2030, les stratégies et les PEPR. Et ça va nous donner une idée de quelles sont les attentes de l'État, qu'est-ce qu'on veut faire à travers toutes ces initiatives. J'imagine que je passe. Alors je reviens ici sur 2021, quand le PR lance le programme France 2030. Et dans ce programme, on dit un certain nombre de choses qui sont importantes. Première chose, c'est qu'on veut travailler sur des sujets où on a un potentiel qui est fort et on veut développer les futurs champions de demain. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on ne part pas en perdant, on part en se disant on a quand même pas mal de domaines où on est très fort. La spintronique en est un, il y a beaucoup de domaines où quand on regarde notre attractivité, elle est absolument excellente et notamment au niveau scientifique. Donc on a des vrais atouts, donc il faut miser sur ces atouts, mais il faut essayer d'aller plus loin là où on est un peu plus faible, c'est-à-dire dans le développement industriel de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités qui voient le jour, j'allais dire quasiment chaque jour. Hein. Quand on regarde l'évolution aujourd'hui des technos, quel que soit le domaine, c'est super rapide et ça se développe très très rapidement. Deuxième point, c'est qu'on ne met pas un peu d'argent, on met beaucoup d'argent, 54 milliards d'euros sur ce plan-là, avec une particularité, c'est qu'on a 40 milliards qui sont pour ce qu'on appelle de l'innovation dirigée, et le reste, pour quelque chose de plus structurel, c'est en gros, en ce qui nous concerne côté recherche, c'est les SAT, c'est les IHU, les LABEX, les ICIT, ce genre d'objets. L'innovation dirigée, ça veut dire que quelque part, on assume le fait qu'on veut faire du top-down, on ne veut pas faire du bottom-up, et on va essayer d'exprimer quels sont les sujets, quels sont les points sur lesquels on veut orienter notre stratégie. Et c'est notamment le cas dans les PEPR. On n'a pas des PEPR dans tous les domaines, on ne couvre pas l'ensemble du champ scientifique, mais sur certains domaines, on se dit il faut mettre de l'énergie, il faut mettre des moyens, il faut aller plus loin. Donc c'est vraiment le point central, à mon sens, ici. Et après, bien évidemment, il y a un côté développement durable qui doit résonner quand on parle de spintronique. On se dit que la moitié des investissements doivent concerner les aspects développement durable. Alors, quels sont les défis auxquels on veut répondre? Il y en a un certain nombre. Alors, il y en a qui ne sont pas dans notre champ. On va regarder ce qui se passe dans les océans, on va regarder ce qui se passe dans l'espace, on va parler de santé, on va parler d'agriculture. Mais il y a quand même pas mal de sujets qui sont liés aux technologies. Alors, transition énergétique, évidemment. Sécuriser l'accès aux matières premières et aux composants. Alors ça, on s'est rendu compte, notamment avec la crise du Covid, que d'un seul coup, on n'a plus de composants et c'est un vrai problème de souveraineté. Donc il faut absolument qu'on développe des filières et qu'on soit capable d'avoir une certaine souveraineté. Je ne dis pas une entière souveraineté, mais une certaine souveraineté dans ce domaine-là. Travailler sur la robotique qui va arriver. Travailler sur les technologies numériques souveraines et sûres. Donc on va parler d'IA, par exemple. Alors je reviendrai tout à l'heure sur l'intelligence artificielle, mais il est clair que ces technologies se développent de façon un peu anarchique, et il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, et être capable de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on a des éléments forts à mettre sur la table pour dire il faut progresser, mais dans ce sens-là, il y a des pans de la science sur lesquels on n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent, parce que c'est pas là où on veut aller. Donc je vais revenir de façon plus précise sur ce point un peu après. Et un point qui est là, qui est aussi important, c'est le côté formation. Quelles que soient les stratégies, on a un aspect formation qui est important parce qu'on s'aperçoit que des membres de talents peuvent être attractifs, mais ne serait-ce que garder nos propres talents, c'est un vrai sujet. Former des ingénieurs, former des chercheurs, former à tous les niveaux de formation, c'est quelque chose qui devient crucial. On voit de plus en plus des communautés qui ont tous les atouts pour grandir, mais qui ont des problèmes de recrutement. Donc ça, c'est un vrai problème. Et France 2030, c'est quand même assez important pour le souligner, a investi pas mal d'argent, et notamment à travers les CMA, pour essayer de progresser sur ce point-là. Alors, où on en est aujourd'hui sur cette stratégie, donc je disais tout à l'heure 54 milliards, on a dépensé aujourd'hui 35 milliards, enfin engagé 35 milliards.
Donc on a quand même pas mal avancé. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 4600 projets qui ont été lancés. Et j'allais dire, ça avance avec une vraie dynamique, avec des stratégies, et là je vais y revenir maintenant, qui se mettent en place au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a à peu près maintenant une vingtaine de stratégies qui ont été définies. Alors ces stratégies, elles ont des formes différentes. Déjà, elles concernent des domaines différents. On a des domaines techno, IA par exemple. Alors en IA, qu'est-ce qu'on a fait côté stratégique? Dans un premier temps, on a construit des écosystèmes. On a lancé les instituts 3IA, il y en a un ici à Grenoble. On a fait ensuite une deuxième phase d'accélération pour développer l'IA dans les entreprises, avec des points qui ont été abordés, type IA de confiance. On parle de sécurité de l'IA, qui sont des aspects essentiels. L'IA générative qui est arrivée, qui bouleverse l'ensemble des domaines scientifiques, en tout cas qui est un accélérateur pour pas mal de domaines, et qui a des implications fortes. Donc il y a des moyens qui sont mis avec des programmes spécifiques sur ces aspects-là. Et ça, on l'a sur toutes les stratégies. Quand on parle de quantique, on s'intéresse à voir qu'est-ce qui va se passer. Il faut développer des protocoles post-quantiques. On essaie de voir l'ordinateur quantique. On a des startups qui sont top au niveau national. On se dit, on investit dedans, c'est un pari sur l'avenir, mais on investit. Donc ça, c'est vrai pour l'ensemble des sujets. Alors, juste peut-être sur l'électronique, qui est un domaine qui est proche de la spintronique, on est aussi dans le domaine de l'électron. Donc, sur l'électronique, 3 piliers pour vous dire comment se dégage une stratégie. Le premier pilier, c'était la production. Se dire, c'est important de maintenir des capacités sur le territoire national. Donc, il y a tout un plan qui a été lancé à travers le projet Liberty. C'est plus de 2 milliards d'euros qui a été lancé pour développer la production sur le sol français. Le deuxième aspect, travailler sur les domaines où on est fort. Je pense par exemple ici sur Grenoble, tout ce qui est FD, SOI, etc. C'est des domaines où on est fort, donc il faut investir dedans. Et troisième point, et là c'est important, c'est tout ce qui est recherche amont. Et donc il y a un programme spécifique qui s'appelle NextGen, mais il y a aussi un PEPR électronique. Et donc les PEPR sont vraiment un outil qui est absolument essentiel pour l'ensemble des stratégies. Et si je regarde les PEPR, c'est 3 milliards les PEPR dans l'investissement France 2030, 2 milliards pour les PEPR adossés aux stratégies nationales et 1 milliard pour les PEPR qui sont ce qu'on appelle des PEPR exploratoires, alors qu'on retrouve dans différents domaines. Donc on vous retrouvez Spintronic ici, on a Numpex sur le calcul, Diadem sur le matériau émergent, le lien avec IA, puis on a la robotique, etc., etc. Donc ces objets PEPR sont pilotés par des organismes de recherche, avec une partie très importante de recherche dirigée, et après il peut y avoir différents instruments en fonction des besoins de chaque domaine. Je vais maintenant passer au côté Spintronic sur nos attentes. Alors nos attentes, elles sont grandes. Si on regarde la façon dont j'allais dire le branding du Spintronic, c'est de dire ok, on est l'électronique qui est basse consommation de demain. Ok, donc ça intéresse beaucoup. On a pas mal d'attentes là-dessus. Il nous faut proposer de nouvelles solutions. Donc on attend de nouvelles solutions techno. On attend qu'il y ait un gap, un pont qui soit fait avec les autres sciences. Et je pense toutes les implications que ça peut avoir, et aussi le fait qu'il faut travailler avec les autres PEPR. Les nouvelles filières technologiques, donc ça c'est un peu ambitieux, mais quelque part il faut aussi penser que on sait que le chemin entre la preuve de concept de niveau labo jusqu'à le passage à l'échelle à l'industrie, il est juste énorme et qu'on n'y arrive pas forcément. Mais en tout cas il faut se donner le moyen d'essayer d'avancer dans une direction où on n'ait pas une dichotomie entre recherche, innovation, industrie, et qu'on avance avec un écosystème qui soit un continuum le plus fluide possible. Et dernier point, attirer les talents, former, et j'allais dire créer une communauté, créer un écosystème. Et ça, c'est super important. On le voit dans tous les PEPR. Le premier point qui revient quand on interroge les gens qui sont impliqués dans des PEPR, c'est dire « Ah, c'est super, parce que ça permet de regrouper la communauté. » Donc, ça, c'est des attentes qui sont, j'allais dire, qui sont simples, qui ne sont pas simples, mais qui sont importantes et qu'on peut atteindre facilement. Créer une communauté,
assurer la dynamique et faire en sorte que les questions qui vont se poser remontent au niveau, j'allais dire, au niveau de l'État, qu'on puisse vous aider à atteindre les objectifs. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions. Questions? OK. Merci. Peut-être un commentaire avec une question. En fait, je trouve qu'on sait bien toute l'initiative qu'on a en France et en Europe justement pour financer les filières et c'est important, donc c'est pas du tout une critique. Mais de ce qu'on voit, ce qui se passe autour en termes de niveau d'investissement, on reste quelque part encore petit joueur par rapport aux besoins réels, j'ai l'impression, si on compare à ce que fait TSMC, enfin des entreprises privées soutenues par leurs États et par la communauté européenne et par les États-Unis aussi dans certains cas, où on parle de 1000 milliards d'investissements jusqu'à 2030, c'est extrêmement significatif. Si on compare aux États-Unis, au Chip Act américain, on va être dans les mêmes ordres de grandeur. La grosse différence par rapport à l'Europe, c'est la différence sur l'investissement privé, en fait. Et ma question, du coup, dans tout ça, et pour moi, c'est pas clair aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait pour aller dans ce sens-là, justement, pour amener les technologies du laboratoire à l'industrie et comment stimuler l'investissement privé qui nous permettra d'industrialiser à terme, en fait, et de réindustrialiser la filière. C'est une excellente question. Bien évidemment, c'est une question qui est au cœur de la stratégie. Alors déjà, il faut bien évidemment comparer l'Europe par rapport aux États-Unis ou l'Asie, mais il ne faut pas regarder au niveau français, autrement, bien évidemment, on est en deçà. Deuxièmement, bien sûr, c'est pas comparable les investissements quand on regarde les GAFAM, la puissance économique qu'ils ont, ou TSMC, ou de différents industriels. Il y a des joueurs absolument énormes à travers le monde. Mais on a des niches. Il y a quand même des domaines où on peut avoir un rôle majeur. Deuxièmement, quand on regarde sur certaines communautés scientifiques, et je sais pas, j'ai pas regardé le cas de la spintronique, mais quand on regarde le nombre de gens qui sont mobilisés sur des sujets, finalement, on n'est pas si loin de ce qui se passe outre-Atlantique, d'un point de vue nombre d'équipes et personnes qui sont réellement engagées là-dessus. On n'est pas si acteur mineur. Et troisièmement, oui, il faut trouver les moyens de passer ensuite de l'initiative gouvernementale à une initiative qui est portée par des industriels, par des acteurs privés. Et ça, c'est sujet par sujet. Et mes collègues de Bercy regardent sans arrêt. C'est des discussions qu'on a tous les jours pour voir comment faire pour aller au mieux vers ça. Mais on rejoint cette analyse-là de façon évidente. Et la seule réponse, valide que j'ai là-dessus, c'est regardons point par point, surtout si on est bon en FDSOI, parce qu'on a plein de brevets, parce qu'on a une communauté scientifique, il faut mettre de l'argent là-dessus. On n'a pas d'autre moyen que de se dire, misons sur nos vraies forces et on ne peut pas être partout. Merci. Bonjour, merci. Un peu sur la même logique, vous avez parlé des Chip Act. Dans les Chip Act, il y a une participation de l'État. Est-ce qu'il y a des possibilités d'imaginer des mécanismes où construire un PEPR, donc avoir des projets dans les PEPR pour être utilisés pour avoir la participation française? Alors, il y a plusieurs points. Bien évidemment, à travers la stratégie, en créant des dynamiques sur des sujets comme ça, on espère bien qu'on va être plus présent à l'Europe, où on sait qu'on est moins présent. Donc il y a un vrai enjeu à être plus présent. Deuxièmement, il y a effectivement beaucoup de projets européens où il faut une participation de l'État. Et on le fait très bien dans par exemple, les stratégies sur, je pense à JU-Chips, par exemple. Il y a une participation à travers France 2030 sur les projets pour payer les partenaires académiques et industriels qui participent à ces projets. C'est des choses qu'on fait. Mais côté MESR, pour être complètement transparent, on donne 2 millions par an à l'ANR pour faire en sorte que les partenaires académiques puissent participer à JU-Chips et ce genre d'initiative. Merci beaucoup. Thank you very much. So, thanks again for your participation and your support.